Il y a également ce qu'on a l'habitude de dire sur notre constat des vérificateurs pour prévenir la corruption et lutter contre la corruption. Il y en a plusieurs. Il y a les actes que l'État peut prendre, déréglementer, décentraliser, simplifier, etc., etc. Puisque on sait que des conditions qui favorisent souvent ces corruptions-là, c'est la concentration de pouvoir dans le système fonctionnel, la concentration de pouvoir. Tous les fonctionnaires, les petits fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires, c'est trop bas. Quand c'est trop bas, ils ont ces besoins. Parce que pendant mes études de corruption, j'avais un professeur qui nous parlait, il disait que dans des pays où les salaires sont très bas dans la fonction publique, ça veut dire que le gouvernement est conscient et est d'accord pour que les fonctionnaires soient corrompus. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bureau ACA Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Eno. M. Eno qui a près de 40 ans d'expérience en audit externe des finances publiques et aussi dans le domaine des renforcements des capacités des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Mais mieux que moi, je suis sûr que M. Eno pourra mieux se présenter. Merci Didier, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, j'ai près de 40 ans de l'expérience dans le domaine de l'audit externe des finances publiques, travaillant dans les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et le renforcement des capacités de ces institutions supérieures de contrôle des finances publiques. J'ai aussi dirigé dans le cadre de ma carrière professionnelle plusieurs projets internationaux axés sur le développement des capacités organisationnelles, institutionnelles et professionnels des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, financés par des partenaires techniques et tels que l'Union européenne, la Banque mondiale, les Affaires mondiales Canada, le PNUD, la Banque africaine de développement, etc., etc. Pendant ma carrière également, dans le cadre de l'audit externe, j'ai participé à l'élaboration de normes internationales pour l'audit des finances publiques, ISAI, dans le cadre au sein de l'INTOSAI, qui est l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. J'ai débuté ma carrière au contrôle supérieur de l'État de 1987 à 2016, où j'étais tour à tour cadre de vérification, contrôleur d'État, inspecteur d'État et directeur de la coopération internationale et de l'information. Ok, merci M. Eno pour votre présentation. C'est avec plaisir qu'on échange aujourd'hui. Nous avons compris que vous avez une expérience large sur les questions de contrôle des finances publiques. L'idée qui nous vient à l'esprit directement, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des secteurs les plus vulnérables au risque de fraude et de corruption ou de mauvaise gestion financière dans le domaine des finances publiques? Merci. Effectivement, comme j'aime le dire, je vais concentrer mes propos sur le secteur public. Parce que la fraude, c'est partout. Fraude et corruption, il y a dans le secteur privé, également dans le secteur public. Parce que c'est là où j'ai passé toute ma carrière professionnelle, c'est dans le secteur public. Et également parce que la fraude et la corruption dans le secteur public, les deux sont extrêmement néfastes pour le développement économique, durable, inclusif des pays. Raison pour laquelle je vais je vais développer beaucoup plus, je vais concentrer mes propos dans la fraude, la pratique de la fraude et la corruption dans le secteur public. Donc, les secteurs vulnérables dans la fraude, secteurs vulnérables dans le secteur public, il y en a tellement, mais je vais commencer par ce qu'on appelle la commande publique, parce que c'est le secteur qui est extrêmement vulnérable à la fraude dans le secteur public. La commande publique. Mais avant d'aller vers cela, il faut définir la fraude et la corruption. La fraude et la corruption, il y a plusieurs définitions. Mais la définition que nous, on utilise dans le cadre de nos travaux, c'est la définition de la Banque mondiale. Utilisée par la Banque mondiale ou bien les institutions de Bretton Woods. La corruption désigne l'abus d'une fonction publique pour le profit personnel. C'est simple. C'est englobant. L'abus d'un poste ou bien de l'abus par le fonctionnaire ou un agent public
de sa position pour bénéficier des avantages indus. Ça peut prendre plusieurs formes. La corruption, ça peut prendre la forme de la fraude, de détournement des fonds, le vol, les bénéfices irréguliers, ou bien même le népotisme. Parce que le népotisme, c'est également les actes de fraude. Ce sont des actes de corruption. C'est la pratique de la corruption, le népotisme. Les gens ne voient pas ça, mais pour la vérification, pour les professionnels de la vérification du secteur public, c'est considéré comme la fraude. Exactement la fraude. La fraude également peut être le fait de petits fonctionnaires, très petits fonctionnaires. Là, on appelle, qui sont, là, ce qu'on constate, ces petits fonctionnaires, ils ont généralement des revenus très peu élevés. C'est ce qu'on appelle la petite fraude ou la petite corruption, qui sont motivés beaucoup plus par la nécessité. Ils sont très mal payés, c'est nécessaire, ils ont des besoins et ils se livrent à la fraude de la corruption pour avoir beaucoup plus, un peu plus pour pouvoir vivre. Il y a également la fraude qui est le fait aux fonctionnaires, les dirigeants, c'est là qu'on appelle la grande corruption, fondée beaucoup plus sur la culpabilité et le pouvoir. Voilà la fraude, la définition de la fraude. Okay. Il y en a d'autres. Les gens utilisent, mais non, dans notre cas de notre travail, c'est abus de fonction. Abus de fonction. Donc maintenant, les domaines vulnérables à la fraude. Je vais parler de... Il y en a plusieurs. Je vais citer juste quelques-uns. La commande publique, surtout avec de manière générale tout ce qui concerne l'acquisition de biens et services pour l'État, le gouvernement, ou bien pour les services, les autres les organisations publiques, les agences publiques. C'est également le marché public, c'est-à-dire l'acquisition, le marché public, la réalisation des travaux, des grands travaux pour l'État, par le biais des marchés publics. Ça, c'est des domaines extrêmement vulnérables à la fraude. Et là aussi, ça prend plusieurs formes. Pour la commande de biens et services, ça peut prendre la forme de, comme tout le monde connaît, la surfacturation, le fractionnement, les livraisons fictives, etc., etc. Avec tout cela, l'État perd de l'argent, parce que pour les livraisons fictives, il n'y a pas de service fait, il n'y a pas de contrepartie. L'État paie, mais ne reçoit pas en retour des biens et services commandés. Et vous allez constater que la plupart là où, même dans ces domaines-là, même dans la commande publique, l'acquisition de biens et services, le bien et service, surtout le bien qui concentre la plupart de ces corruptions, c'est ce qu'on appelle les biens consommables. Parce que là, c'est difficile de détecter des cas de fraude. Parce que pour les autres, comme les ordinateurs, etc., vous pouvez faire, dans le cadre de votre vérification, vous pouvez demander à voir des équipements achetés. Mais pour les consommables, comme les papiers, les encres, etc., c'est difficile. Vous venez et ils disent ce qu'ils ont consommé. Ce n'est pas des choses légales. Mais vous allez constater qu'il y a énormément de fonds consacrés pour l'achat de ce type de biens qui, normalement, ne sont pas adéquats avec leurs besoins. Vous constatez que les besoins, les travaux réalisés n'ont pas besoin d'autant de papier, autant d'encre, etc., etc. C'est juste des éléments comme cela qui peuvent nous permettre de constater qu'il y a quand même des actes de fraude. Pour le marché public, c'est là où c'est plus grave. C'est là où c'est plus grave, extrêmement néfaste dans le secteur public, dans le marché public. Et ça peut prendre la forme de l'influence dans... Je vais lire un peu, l'influence indue dans l'évaluation et la détermination des besoins. Parce que c'est ça. Normalement, avant de développer ce qu'ils appellent le DAO, il faut déjà évaluer les besoins. Des fois, il y a de la surfacturation, il y a surévaluation des besoins, alors que l'État n'en a pas besoin. On se réévalue, et puis on passe la commande, et puis il y a des partages de bénéfices, etc., etc. Il y a le conflit entre l'agent public, qui est responsable de cela, et l'entreprise, etc., etc. Toujours que l'État perd de l'argent. Il y a également l'orientation des critères du DAO pour surtout privilégier certains. Ça, c'est également tous les cas qu'on constate. On oriente, après avoir sûrement discuté derrière avec des potentiels soumissionnaires, on oriente pour privilégier certains. Il y a également la corruption des agents publics impliqués dans le processus d'attribution.
ceux qui font les marchés publics savent qu'il y a souvent des cas où, après la publication des résultats, vous constatez qu'il y a eu quand même des actes pas du tout catholiques. Il y a également l'évaluation des soumissions. C'est également ça. Dans ces domaines-là, les commissions qui sont chargées d'évaluer les soumissions sont souvent corrompues. De telle sorte qu'à la publication des résultats, vous constatez qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Parce qu'ils ont été corrompus par soir, ou bien il y a des conflits d'intérêts, ils ont un intérêt, ou bien ce sont les entreprises qui font ça. Il y a également un autre cas, c'est l'acceptation des prestations mal exécutées ou non exécutées. Ça, c'est le cas qu'on voit le plus. Parce que quand vous contrôlez les travaux publics, les travaux réalisés pour l'État, vous allez constater, généralement c'est ça, c'est toujours mal exécuté. Soit non exécuté et mal exécuté. Et dans tous ces cas, l'État perd énormément d'argent. Et dans la plupart des cas, c'est ça. Avec la fraude et la corruption dans les marchés publics, l'État perd énormément d'argent. Allons-y maintenant pour les conséquences. Il faut comprendre que la corruption également, dans le marché, surtout dans le marché public, cette corruption, la fraude, les deux ont également énormément de conséquences dans la gestion des finances publiques. Et généralement, c'est que l'État perd énormément d'argent et la qualité des travaux réalisés pour le compte de l'État, la qualité est très mauvaise. Parce que quand les entreprises sortent de l'argent pour obtenir des travaux, il faut attendre à ce que l'entreprise gagne à la fin. Les entreprises ne vont pas aller perdre de l'argent. Donc, pour gagner, qu'est-ce qu'ils font? Ça influence les travaux, la qualité des travaux. Et comme ceux qui sont dans la chaîne ont tous été corrompus ou participent à la fraude, quel est le terme qu'ils utilisent? Irréception. Ce qui est très mal fait. Et puis l'État perd de l'argent parce que quelques temps après, on voit avec les routes, quelques temps après, il faut les réparer. Parce que les routes sont déjà abîmées. C'est toujours, quand vous voyez les routes abîmées dans la plupart de ces pays africains, c'est à cause de la corruption. Les travaux sont extrêmement mal exécutés. Les matériaux utilisés sont de très mauvaise qualité, de telle sorte que ça ne peut pas tenir. L'État est obligé de revenir sur cela. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est des facteurs, parce qu'il faut toujours parler des autres secteurs très vulnérables. Il y en a, je vais parler du marché public, c'est le secteur qui est vraiment, c'est le gros, c'est ce secteur-là. Parce qu'en matière de gestion des finances publiques, vous allez constater que c'est beaucoup plus des dépenses. Les entrées de recettes et la dépense. Et là où on dépense le plus, c'est les acquisitions des biens, également le marché public. L'autre secteur de dépenses, c'est la rémunération des fonctionnaires. Bon, là, c'est pas souvent très, très grave. Il y a des cas de fraude là-bas, mais c'est pas très, très grave comme dans les achats. Mais les autres secteurs, c'est les délégations des services, des gestions de services publics. Il y a certains services qui, normalement, devaient être exécutés par des agences publiques ou bien le gouvernement, mais qu'on donne au secteur privé en concession. Je peux prendre l'exemple par exemple, quand on voit dans nos villes le ramassage des ordures ménagères. Là, on donne ça en forme de concession au service public. Mais là, vous allez constater que c'est toujours mal fait. Pourquoi? À cause de la corruption et de la fraude. Des fois, il y a conflit même d'intérêts. Étant donné que dans nos pays, on ne met pas en pratique cette pratique de déterminer le bénéficiaire réel. Alors, si vous regardez par derrière la plupart de ces entreprises à qui on confie ce type de tâches, ceux qui sont chargés, qui ont compétence de donner, de confier ou de signer les différentes concessions, sont souvent des propriétaires de ces entreprises-là. Sont souvent des propriétaires de ces entreprises. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'État paye. Parce que quand il donne sa concession, l'État paye pour faire ces travaux-là. On paye, mais la qualité des travaux n'est pas acceptable. Ça, c'est vrai dans la plupart de nos villes. Je prends juste l'exemple du ramassage des ordures ménagères. C'est très mal fait. Mais il y a des entreprises. Mais
cherchez toujours à savoir, si vous cherchez toujours à savoir qui est derrière ces entreprises, vous allez constater que c'est des très hauts responsables. Et ceux qui sont chargés souvent, qui sont dans la chaîne dans la chaîne qui ordonne, ou bien qui ordonne, qui octroie ces marchés-là. Il y a des subventions, c'est un autre secteur. Des subventions et autres concours financiers publics accordés à des associations. Dans la plupart de nos pays, dans des ministères, il y a des lignes budgétaires, les lignes budgétaires spécialisées pour donner des concours financiers. C'est pas normal, c'est pas mauvais. C'est pour permettre à certaines associations qui aident le public, etc., et qui œuvrent dans le domaine, social pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que vous pouvez constater dans ces domaines? Puisqu'il y a très peu de contrôle, vous allez constater que certaines associations sont créées juste pour obtenir ces paiements ou bien ces fonds, mais ne font pas n'ont pas une véritable existence réelle. Il n'y en a pas. Donc, il y en a plein. Si sur 10, si vous constatez qu'on a, au cours d'une année budgétaire, on a donné de l'argent ou bien à 100 organisations, bon, ça s'appelle souvent des GIC, au-delà de moins à 100, vous allez constater qu'au moins 10 là-bas ou bien 15 là-bas n'ont pas une véritable existence réelle. Les activités soumises à licence, les permis ou autres autorisations administratives préalables, c'est ce qu'on voit dans la plupart de nos administrations, des licences, des autorisations, etc., etc. Généralement, le service rendu est trop lent. Vous allez constater qu'il est trop lent. Et les gens, des fois, pour obtenir rapidement ces licences ou bien ces autorisations, contournent la réglementation. Et pour continuer la régulation, il y a des complices dans l'administration qui les permettent de le faire. Donc, ça va être rapide. Il y a d'autres qui ne veulent pas, qui veulent se soustraire à respecter, au respect de la procédure mise en place ou bien de la réglementation mise en place pour obtenir ce type de documents, des licences, des autorisations, etc. Mais pour obtenir tout cela en contournant la procédure, il faut passer par les méthodes de corruption avec comme complices des agents publics. Un autre domaine aussi dans la gestion des finances publiques où on voit énormément de cas de corruption, c'est dans le domaine de la détermination de l'assiette, la mobilisation des ressources, les impôts, la douane, etc., etc. L'évasion fiscale. Quand on parle d'évasion fiscale, il y a toujours des complices dans l'administration. Un autre endroit, je parlais de népotisme, c'est la nomination des agents de la fonction publique et le recrutement des employés publics. Il y a énormément de népotisme là-bas. Ce n'est pas souvent le cas. Il y a des fois où ils donnent de l'argent, mais des fois, c'est que des gens, au lieu de respecter une procédure transparente, préfèrent, il y a la procédure opaque, ou qui les permettent soit de recruter les membres de la famille, ou bien de nommer les membres proches à eux, etc. C'est du népotisme. Etc., etc. Ça, c'est des domaines, bon, je peux parler de l'utilisation des ressources financières de tous les jours. Il y a également certains domaines où il y a de la corruption. Nous avons bien compris qu'effectivement, il y a d'abord la fraude partout, dans le secteur public et dans le secteur privé, mais là, on est concentré sur le secteur public, avec vraiment toutes ces articulations, bien tous ces domaines où la fraude prospère. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, en tant que formateur au niveau de l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, pensez-vous que ces institutions dans nos pays africains arrivent vraiment à canaliser ce problème, arrivent vraiment à évoluer dans la réduction de la fraude dans tout cet environnement? Ça, c'est une bonne question. Ça m'amène à dire ce que je dis souvent aux gens, que les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, d'abord, bon, on les considère toujours comme des agents. Le peuple, la population, comme les structures de lutte contre la corruption. Mais en fait, les institutions supérieures de contrôle ne sont pas conçues en premier lieu comme des institutions de lutte contre la corruption. Il y a dans différents pays des institutions qui ont ces mandats, ces compétences, des agences de lutte contre la corruption. Si tu prends le cas du Cameroun, c'est là qu'on a. Il y a l'ANIF, etc., etc. Les institutions ne sont pas conçues en premier lieu comme des institutions de lutte contre la corruption.
Les institutions supérieures de contrôle sont là. Ce sont des institutions qui participent pour assurer la bonne gestion des finances publiques. Ces institutions supérieures de contrôle donnent l'assurance raisonnable que les finances publiques sont bien gérées. Mais cependant, dans le cadre de leurs travaux, ces institutions peuvent soit détecter, prévenir la corruption, soit détecter ou soit sanctionner. Et qu'est-ce que les institutions font pour pouvoir prévenir? C'est qu'à la suite de leurs travaux de vérification, formulent des recommandations, de véritables recommandations pour améliorer la manière de gestion des finances publiques, pour informer le gouvernement sur des failles, soit des failles juridiques, des failles systémiques, qui permettent la commission de ces actes de fraude et de corruption. Également, les institutions publient les rapports en temps venu qui permettent à la population d'être informée. Les rôles dans la lutte contre la corruption, ces institutions peuvent soit prévenir la commission des actes de fraude et de corruption. Ces institutions peuvent détecter les cas de fraude dans le cadre de les travaux de vérification ou sanctionner. Certaines sanctions ont le mandat pour sanctionner les cas de corruption. Il y a également ce qu'on a l'habitude de dire, selon notre constat des vérificateurs, pour prévenir la corruption et lutter contre la corruption, il y en a plusieurs. Il y a des actes que l'État peut prendre, déréglementer, décentraliser, simplifier, etc., etc. Puisque on sait que des conditions qui favorisent souvent ces corruptions-là, c'est la concentration des pouvoirs par des certains fonctionnaires, la concentration des pouvoirs. Pour les fonctionnaires, les petits fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires, c'est trop bas, souvent. Quand c'est trop bas, ils ont ces besoins. Parce que pendant mes études de corruption, j'avais un professeur qui nous parlait, il disait que dans des pays où les salaires sont très bas dans la fonction publique, ça veut dire que le gouvernement est conscient et est d'accord pour que les fonctionnaires soient corrompus. Puisque quand c'est trop bas, ils ont des besoins. Ils ont des besoins, et s'il y a l'opportunité, ils vont. Hein. Donc, mais en dernier lieu, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Très important. La volonté publique, c'est ça qui permet de juguler la corruption dans les pays. Et toutes les mesures que je viens d'énumérer pour lutter contre la corruption, je veux signaler qu'à mon avis, le plus important est celle que je vais appeler la volonté publique. La volonté politique. Parce que pour faire face à la corruption des dirigeants, parce que la grande corruption, c'est les dirigeants. Dans la pays, on parle des pays africains, c'est des dirigeants, des très hauts fonctionnaires. Mais pour faire face, il faut qu'il existe la volonté publique, politique de le faire. Le désir et la décision inébranlable d'y parvenir. Si les plus hautes sphères des pouvoirs prenaient réellement la ferme décision de lutter contre la corruption, les résultats ne se feraient pas attendre. Il faut qu'il y ait cette volonté politique. Que les dirigeants puissent avoir cette volonté de lutter contre la corruption. Parce que quand il y a la volonté politique, les sanctions prévues vont être mises en œuvre. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui permet, même à ce qu'il y ait cette corruption, c'est aussi il y a l'impunité. C'est tellement d'impunité. Mais si le haut dirigeant, s'il y a de la volonté politique, vous allez constater que l'impunité ne va pas continuer. Les sanctions seront mises en œuvre. Mais effectivement, il ne faut pas confondre la volonté politique et la persécution politique. Parce qu'on voit dans des cas, la volonté publique, c'est quand on a la volonté pour sanctionner et lutter contre la corruption. Et la persécution, c'est quand, de temps en temps, quand on veut réagir, le pouvoir public veut réagir, on se concentre sur peut-être les membres d'un parti politique ou bien les membres du gouvernement précédent qui ont été corrompus. Mais il faut toucher tout le monde. C'est là où je vais terminer. Okay.
Merci infiniment, Monsieur Eno. De toute façon, c'est un plaisir de venir, de vous rencontrer. Avec 40 ans d'expérience sur les questions d'audit expert des finances publiques, vous nous avez partagé votre avis sur ce point. Et donc, nous reviendrons certainement s'il y a d'autres thématiques vous déranger pour les aborder. Au niveau du bureau ACA Expertise, c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des experts comme celui-là. C'est aussi avec plaisir que nous allons nous revoir certainement pour la prochaine fois, certainement pour d'autres thématiques. OK, merci beaucoup. ACA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ACA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ACA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ACA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.